Nous aspirons donc des exercices de détection olfactive conduits par Uni Academy au sein du service neurologique du CHU de Bayonne. La MIFENEC s'est engagée dans un programme de développement de la pratique de l'écodétection. Donc aujourd'hui, ces travaux ouvrent à de nouvelles perspectives en matière de détection d'espèces rares et d'espèces menacées. Alors, du coup, je ne vois plus le PowerPoint, je pense qu'il est parti. Alors, je suis en train de le diffuser, vous me dites juste quand vous changez de slide. Super, c'est parfait, merci, je vous remercie beaucoup, c'est les joies du direct, je m'en excuse. On peut changer de slide et on passe à la diapositive suivante, le début de l'olfaction canine appliquée à l'environnement. Donc, tout a commencé par une phase préparatoire, donc en 2020, en formant des chiens d'alerte médicale avec des exercices fondés sur de la recherche olfactive. Donc, sur cette diapositive, on présente les chiens que nous avons. Et donc, fort de ces premiers résultats prometteurs, nous avons progressivement orienté notre travail vers l'écodétection. Et dès 2022, nous avons mis en place les premiers protocoles de détection d'odeurs animales et végétales, par exemple de l'essence de bouleau. Les chiens ont ainsi été formés à identifier des odeurs cibles au centre canin, et puis ensuite, dans un second temps, dans un environnement naturel. L'amélioration des protocoles d'intervention entre 2022 et 2024 a été essentielle. Nous avons travaillé sur la discrimination et sur des signaux de désignation. Des échanges aussi de pratiques ont été organisés avec des professionnels de la détection travaillant en Europe, mais aussi aux États-Unis. Voilà, on change de slide et on passe à la prochaine qui est 2024, une année charnière avec les premiers tests grandeur nature. Donc en 2024, nos travaux ont pris une nouvelle dimension avec les premiers tests officiels de ciblage d'espèces protégées. Nous avons eu l'opportunité de mener des séquences opérationnelles sur la cistule d'Europe dans le cadre d'un programme soutenu par l'Adréal, avec un appel à projet Natura 2000, ainsi que sur le Desman des Pyrénées, en partenariat avec le Parc national des Pyrénées. Et nous avons non seulement identifié de nouveaux sites où la présence du desman est confirmée, mais nous avons également affiné notre compréhension des interactions entre le conducteur de chien, le naturaliste, mais aussi le chien formé à la détection. À la fin de cette année 2024 est marquée par la mise en place d'un nouveau protocole plus rigoureux de collecte et de stockage d'indices pour garantir l'absence totale de pollution olfactive et éviter ainsi toute erreur de détection pour augmenter la fiabilité des résultats. On peut passer à la slide suivante qui a pour titre 2025-2026, les perspectives du programme Biosclair. L'hiver 2024 marque la naissance officielle du programme expérimental Biosclair, un projet que nous souhaitons poursuivre et développer dans les années à venir. L'objectif principal est de développer des expériences pratiques sur différents terrains d'études et de poursuivre les opérations d'écodétection sur des zones à présence supposée ou confirmée du Desman des Pyrénées. Nous allons structurer notre démarche autour de plusieurs axes stratégiques, le renforcement des compétences de nos équipes humaines mais aussi canines, l'optimisation des protocoles de recherche en travaillant sur la vitesse de recherche, mais aussi surtout sur la précision des signaux olfactifs, l'étude approfondie des paramètres environnementaux influents sur la détection, par exemple les turbulences thermiques, et le travail sur la discrimination olfactive pour garantir une identification qui soit précise des espèces ciblées. On peut passer à la slide suivante, qui a pour titre « Vers un avenir prometteur, ouverture à d'autres espèces ». Puisque dès 2025, notre ambition est d'élargir le champ d'action du programme Biosclair à d'autres petits mammifères, tels que la prosop aquatique, le campagnol amphibie ou encore certains chiroptères, qui font déjà d'ailleurs l'objet d'études des mortalités éoliennes pour la recherche olfactive. Nous souhaitons aussi intensifier nos campagnes d'écodétection et sélectionner des sites stratégiques pour approfondir les méthodes et améliorer
la fiabilité des recherches. En fait, l'objectif est clair, faire de l'éco-détection une discipline d'appui scientifique et technique en matière de détection d'espèces, tout en définissant les principes d'une posture éthique, tant pour l'approche naturaliste que pour le comportement du binôme guide-chien. Par ailleurs, la Uni Academy souhaite développer une formation en éco-détection. Nous prévoyons de proposer un système de certification structurant les compétences des conducteurs de chiens en définissant des règles d'éthique et de déontologie pour cette discipline en expansion. On peut passer à la diaporama suivante. Il y a pour titre « Biosphère, une aventure scientifique et humaine au service de la nature ». Ce programme, il est porté avant tout par la passion naturaliste et la rigueur scientifique, qui est une illustration parfaite de ce que l'innovation et la collaboration interdisciplinaire peuvent accomplir. Nous sommes convaincus que la synergie entre chercheurs, naturalistes et experts canins pourrait ouvrir de nouvelles voies pour la préservation des espèces et aussi des écosystèmes. Et enfin, pour terminer, la dernière diapositive. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à suivre avec intérêt l'évolution du programme Biosphère avec une aventure scientifique et humaine qui œuvre au service de la nature. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très clair. Merci. Un petit peu de temps de questions. Oui. Vous me dites si vous les entendez bien. Qu'est-ce qui guide le choix de la race de chien qui est utilisée pour cette éco-détection? Est-ce que ce sont des chiens qui ont une sensibilité olfactive plus forte que les autres races ou pas? Oui, alors effectivement, il faut savoir que tous les chiens ont quand même une capacité de détection supérieure à nous. J'enlève dans le coup des chiens, j'enlève aussi quand même des chiens qui ont le nez aplati, où eux, ils ont plus des problèmes de détection olfactive. Mais en fait, tous les chiens ont des signaux olfactifs, des récepteurs plus développés que nous. Il faut savoir que ça joue beaucoup en fonction de la couleur. Un chien, plus le chien va avoir un pelage foncé, plus il aura de récepteurs olfactifs. Nous, on est parti donc sur les Golden Retriever parce qu'on a commencé avec l'Uni Academy, avec la plus vieille qui s'appelle, qui a 11 ans, donc qui a commencé il y a très longtemps. Mais au fur et à mesure de l'aventure, on a eu donc un deuxième chien, puis un troisième, Padou, et puis la dernière, Noon, que vous avez vu dans la deuxième diapositive. C'est la petite dernière, et elle a été, pour le coup, vraiment spécialement sélectionnée pour de la détection olfactive. Elle a une lignée qui fait qu'on sait déjà qu'elle a des récepteurs olfactifs très puissants. Elle est aussi, on le voit, pour un golden, elle est très foncée par rapport aux autres. Elle a aussi une couleur qui est bien plus foncée. Et donc, c'est un chien qui, dès son plus jeune âge, dès l'âge de 3 mois, elle a commencé tout de suite, en fait, par le biais de jeux, ludiquement, à travailler l'olfactif. Là, elle a 6 mois et elle est exclusivement formée sur l'olfactif du baissement des Pyrénées. Oui, j'avais juste une question. En fait, je comprends pas ce que cherche le chien. Est-ce qu'il cherche la piste ou il cherche l'animal en tant que tel? Parce que du coup, j'imaginais qu'il y a une différence entre chercher les chauves-souris et chercher un micromame qui va se balader sur le substrat. Et du coup, est-ce que le chien suit la piste de l'animal, ou alors il suit je sais pas, il renifle l'animal à une distance certaine? Est-ce qu'une chauve-souris, du coup, qui va voler, je sais pas comment ça peut marcher. Oui, tout à fait, oui.
Oui, c'est vrai que c'est une question très pertinente parce qu'effectivement, c'est deux méthodes de détection complètement différentes. Oui. En fait, pour le cas du descente des Pyrénées, effectivement, lui, il est créancé sur la crotte du descente des Pyrénées, sur ses fesses, mais on voit qu'il suit aussi la trace, parce que parfois, il nous présente une zone où on sait qu'il y a du descente qui passe et le chien va avoir un comportement différent parce qu'il sent qu'il y a du descente qui va passer à cet endroit-là. Voilà. Par contre, il va pouvoir nous aider. En fait, il nous aide à soit confirmer parce que nous, quand on a une fessesse, alors soit qui est un petit peu délavée, ou alors qui n'est pas très bien marquée, ou alors qui est difficile d'accès parce que souvent c'est bien caché dans les rochers, le chien va pouvoir détecter l'odeur sans forcément être proche. Comme nous, on a besoin du visuel, lui n'a pas besoin du visuel. Donc, il peut nous aider à trouver à avoir des détections qui peuvent être loin dans des trous. Et aussi, il a le principe de pouvoir nous confirmer tout de suite, là où nous, on va avoir un doute et se dire, bon, ben, on va l'envoyer en analyse ADN parce qu'on n'est pas sûr de nous et il y a des gros risques de confusion. Le chien qui va être créancé sur le descente, il a moins de doutes que nous, disons, ou alors s'il est bien créancé, il n'a carrément pas de doute parce qu'il sait ce qu'il recherche. Et ce qui est aussi intéressant et important de dire, c'est que le chien, le chien travaille dans l'éco-détection depuis très longtemps, en dehors des espèces protégées, mais pour beaucoup d'autres choses, des explosifs, etc. Et ils ont tout un panel, ils sont capables de reconnaître 20 odeurs différentes et de les distinguer et de les classer. Et vraiment, c'est bien plus pointu que ce que nous, on est capable de faire. Et donc, c'est ce que l'on cherche à essayer de développer. Bonjour, merci pour votre présentation. Je me demandais, niveau résultat, vous en êtes à combien d'aimants typiquement qu'on a trouvé, enfin, au niveau, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Oui, on a peu de chiffres, mais ça commence. On a réussi, en tout cas pour le descente des Pyrénées, à trouver, à confirmer des zones en fait où le parc ne pouvait pas confirmer la présence du descente parce qu'il n'y avait pas de berge. C'était un enrochement et donc très compliqué pour eux, malgré le passage, le protocole établi et même la pose de pièges photo, etc., ils n'arrivaient jamais à confirmer et ils en venaient même à se demander finalement comment ça se faisait qu'ils ne passaient pas par là en établissant des théories sur justement l'absence de berge. Le chien a pu révéler la présence plus précisément que nous, donc pour confirmer que finalement le descente des Pyrénées passait bien sur cette zone-là. Bon, il était présent en amont, donc on savait qu'il y avait vraiment de fortes probabilités pour qu'il puisse être présent. Le chien, il a aussi la capacité de pouvoir détecter même sur l'eau. D'ailleurs, on a fait un test très intéressant où on a dilué une fessette de descente dans de l'eau. On l'a très fortement dilué dans un seau d'eau et le chien a été capable de distinguer les seaux et de savoir exactement tout de suite quel était le seau qui avait reçu une fessette de descente. Donc en fait, ils savent aussi, malgré la présence de l'eau, on peut croire que c'est un facteur qui est difficile. Finalement, la présence de l'eau diffuse les fragments d'ADN et donc finalement diffuse la possibilité pour le chien de pouvoir détecter plus facilement. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, oui, là, c'est vrai qu'on a 2 sites et on a un 3e où on est en cours. C'est un site où effectivement, historiquement, on sait qu'il y en avait. Là, on a le chien qui marque, mais il marque sur des zones où on ne peut pas accéder. En fait, c'est très petit et il faudrait s'enfoncer dans de la roche. Donc là, ça demande des moyens un petit peu différents pour aller vérifier avec une petite caméra, un endoscope. Mais voilà, il y a des zones en tout cas où il nous cible très parfaitement et des zones où on pense qu'il peut y en avoir. Pour le coup, le chien va passer et ne pas du tout détecter et nous indiquer que finalement,
une zone qui est très favorable au dessement, lui, il passe, il repasse, il passe sur les 2 berges et à chaque fois, lui n'a pas de doute, il n'y a pas visiblement, il nous indique qu'il n'y a pas de dessement sur les affluents de la zone où on a potentiellement détecté du dessement. Alors après, on va devoir passer à une autre étape où nous, on procède à de l'analyse ADN pour confirmer quand même ce que va dire ce que va nous donner comme indication le chien, puisqu'on est dans une phase expérimentale. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir confirmer, cibler et améliorer. Merci beaucoup. On est au bout du temps qu'on avait pour cette présentation. Merci beaucoup. Très bien. D'être disponible. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous.